Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette troisième édition du séminaire proposé par les Voix de la Paix, un séminaire de vive voix donc, qui poursuit différentes thématiques. J'espère que vous vous portez bien. Ce soir, le sujet, c'est entre jeu et nous, comment restaurer le lien social. Alors ce titre a quelque chose presque de délicieusement suranné, on dirait vraiment un titre du monde d'avant. C'est vrai qu'à quelques heures peut-être d'un probable troisième confinement, il n'est pas très difficile de répondre à cette question. Le lien social ne se porte pas au mieux. Il se trouve simplement, vous le savez, vous qui nous suivez de manière fidèle, effectivement qu'on poursuit la déclinaison de trois thèmes très forts de notre raison d'être, des Voix de la Paix, des choses qui manquent à l'individu peut-être dans notre collectif ou à laquelle on est constamment en recherche, à savoir la mémoire, le lien et le sens. Nous avions consacré notre précédent séminaire à nos sociétés ont-elles encore de la mémoire. Ce soir, c'est le lien social effectivement que nous privilégions et que nous avons choisi d'interroger. Alors, nous allons le faire à la manière des Voix de la Paix, qui se veut une association, comme vous le savez, interconvictionnelle. Interconvictionnelle, tout simplement, parce qu'autour de sujets à la fois spirituels et sociétaux, d'aller plus loin que le clivage habituel de la croyance, ceux qui croient au ciel, ceux qui n'y croient pas. Il se trouve qu'au-delà de ce clivage très important dans la culture française, tout le monde en fait a des convictions. Il nous est apparu c'était beaucoup plus intéressant de fonctionner de manière beaucoup plus large, non pas seulement à partir des croyances simplement, mais des convictions de chacun, où effectivement des personnalités religieuses du coup, ou non religieuses, des philosophes, des artistes, des sociologues pouvaient se mettre autour d'une table et discuter de sujets donc à la fois sociétaux et spirituels, sans non plus tomber dans la culture de l'expert. Tous ces points de vue servent à enrichir et c'est ce que nous faisons dans tous les événements que nous déclinons aux Voix de la Paix. Donc ce soir, le lien social, il nous est apparu évidemment, en dehors de toutes les leçons de ce terrible Covid-19, que le lien social était la base finalement de tout. Enfin, c'est presque un truisme que de le rappeler. C'était la base de l'économie, c'était la base de nos sentiments d'appartenance à une nation, à un collectif qui fait sens ensemble, la base de toutes nos élévations politiques, de cette capacité à se projeter vers l'avenir. Et donc, il est sûr que cette crise du Covid-19 fait que le lien social se porte mal. Nous n'avons pas, évidemment, cessé tout lien social avec nos proches autant que possible. Ce séminaire numérique en porte la trace, mais effectivement, ce ne sont certainement pas les meilleures conditions. J'aimerais toutefois placer encore dans une perspective plus générale cette crise du lien social qui ne date pas, évidemment, du Covid-19, cette difficulté, en tout cas, que nous avons, qui tient peut-être à une crise de l'individu contemporain depuis quelques décennies déjà, qui est à la fois une crise de sens, une crise peut-être même d'ordre spirituel. Et donc j'aimerais mettre les débats, je ne sais pas si nos intervenants, que je salue et que je remercie ici, parleront précisément de cet aspect, mais en tout cas ça fournira peut-être un cadre général. Il est tout simplement intéressant de voir le lien social au croisement de deux grandes dimensions, la dimension politique et la dimension économique, et de comprendre cette tension du lien social justement comme la résultante de ces deux dimensions qui se croisent de manière particulière depuis encore une fois quelques décennies. On le sait, donc on vit dans des sociétés libérales. Le XVIIIe siècle a inventé nos sociétés de contrat et les sociétés libérales qui laissent un espace, une autonomie pour une société civile en dehors des seuls pouvoirs politiques. C'est peut-être ce qui définit de manière plus générale une société libérale. Et donc ces rapports, les rapports humains dans de telles sociétés sont en général régulés par deux grands types d'institutions, les institutions précisément dit et le marché. Et donc ce sont deux manières d'organiser les rapports humains dont on a besoin pour les deux bien sûr, mais qui fonctionnent de manière évidemment tout à fait différente. Les institutions, les anthropologues aiment rappeler qu'il s'agit de dispositifs qui sont destinés à stabiliser une confiance. Des rapports humains naissent dans tout collectif et à un moment on a besoin de les installer, de les définir, de leur donner une forme. C'est ça les institutions, ça stabilise la confiance. Et ce sont des institutions, bien sûr, des dispositifs plutôt verticaux qui sont pourvoyeurs de sens, de confiance, de collectif, qui produisent de l'unité collective. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Et puis, autre institution, autre dispositif, on va dire, tout à fait différent, c'est le marché. Le marché qui, lui, est un type d'organisation totalement horizontale,
à la différence des institutions, qui organisent les liens humains autour d'activités d'échange. On échange toutes sortes de biens, des biens matériels, des biens sociologiques, des biens symboliques, et donc à travers cette activité d'échange, les hommes se rencontrent, et ça produit le marché quelque chose de tout à fait différent des institutions. Ça produit de la richesse, ça produit de la diversité, ça produit du renouvellement, ça produit de l'innovation, et le gain pour l'individu, c'est une satisfaction de ses désirs. Et encore une fois, on a vraiment besoin des deux. On a besoin de ces liens verticaux pourvoyeurs d'unité et de sens, et on a besoin de ces liens horizontaux d'échange qui produisent des divergences, qui produisent de la diversité. Eh bien, si l'on conçoit effectivement le lien social à la rencontre de ces deux dimensions, verticale et horizontale, il est clair que les deux perspectives, aujourd'hui celle des institutions et du purement économique, divergent comme peut-être elles n'ont jamais divergé. Le problème vient de ce que nous, en tant qu'individus, on est à la croisée des deux, on est peut-être même écartelés de plus en plus entre les deux. En tant qu'individu, on est aujourd'hui des clients globaux. On peut être très rapidement, grâce à ces merveilleuses technologies, en lien avec du très très lointain. On assiste à une marketisation de tout type de biens, qu'il s'agisse de biens culturels, de biens concrets, la dérégulation de toutes les frontières. Donc, dans ces échanges aujourd'hui nous mettent en contact avec toutes sortes d'horizons qui ne sont pas nécessairement les horizons dans lesquels on vit concrètement. Et en même temps, toujours cet individu, en tant que citoyen, on attend toujours beaucoup des États dans lesquels on vit, et on attend qu'ils pourvoient effectivement du sens, qu'ils soient providents en matière de justice sociale, d'égalité, de vivre ensemble. Donc on vit en réalité dans deux dimensions complètement différentes, celle du client global, mondial, globalisé, marketisé dans tous les sens, et puis en tant que citoyen, on s'attend toujours à recevoir quelque chose de plus ou moins vertical, mais qui ne correspond pas nécessairement effectivement à ce qu'on vit réellement au quotidien en tant que consommateur. Il y a même une confusion dans la psyché de cet individu moderne supplémentaire, c'est que l'attrait des modèles, le modèle de la verticalité et l'attrait de l'horizontalité, le marché est tellement puissant quelque part en tant que modèle économique, en tant que modèle culturel, qu'on a tendance de plus en plus à l'appliquer à des choses qui normalement devraient ressortir soit du sens, soit de l'infime. Et donc on s'applique à nous-mêmes quelque part dans les choses de la pensée ou dans les choses de l'intime, un modèle qui lui est dérivé du pur échange économique, et ça fait de nous des êtres donc qui passons notre temps peut-être à échanger constamment, à s'ouvrir toujours plus, à maximaliser nos options. Tout cela est formidable, mais quelque part on s'épuise, on échange de plus en plus et on a du mal à trouver du sens, on n'y trouve plus guère de signification. L'échange à lui seul, le flux à lui seul ne suffit pas évidemment à nous remplir et à répondre à certaines des grandes questions humaines qui, elles, se moquent en fait ni de la verticalité et de l'horizontalité, les grandes questions humaines de la mort, de la maladie. Et cette crise du Covid est venue nous le rappeler. Nos dispositifs extrêmement sophistiqués ne suffisent pas à étancher la soif de nos questions, et cette soif basique, primaire, effectivement, du lien social. Alors évidemment, cet écartèlement de l'individu contemporain entre la projection mondiale et globale et cette demande de sens qui nécessairement vient par quelque chose de vertical et de plus centré, a des conséquences politiques éventuellement désastreuses, bien sûr. On parlera ici de populisme, qui est une perversion de la notion de souveraineté populaire, et puis cette idéologie volontiers prométhéenne des réseaux sociaux, qui encore une fois nous permettent d'être en contact ce soir encore, mais avec des promesses induites qui, elles, modifient profondément aussi la psyché de l'individu contemporain, qui ne l'habitue pas justement à être résilient, à être patient, à être dans le temps du projet, à être dans la construction. Il est évident que tout cela ne sont pas seulement des technologies qui permettent de faire les choses, mais impactent l'anthropologie même, la manière même dont les hommes fonctionnent, et cela ne fait qu'accroître effectivement peut-être une certaine confusion encore de cet individu contemporain. Alors, aux Voix de la paix, bien entendu, nous croyons que l'humanité, effectivement, n'a pas perdu ses bases. Nous croyons au pouvoir de l'esprit, nous croyons au pouvoir du cœur, nous croyons au pouvoir de la spiritualité, à la capacité humaine à se relier à quelque chose de plus grand que lui. C'est la conviction peut-être de base des Voix de la paix et de tous les intervenants qui vont y intervenir. On croit tout simplement
simplement au pouvoir du partage du langage, et c'est ce que nos merveilleux intervenants ce soir vont s'essayer de faire, partager leurs petites lumières extrêmement diverses, parce que c'est un trait des Voix de la Paix que nous ne faisons pas appel à des spécialistes simplement autour d'un sujet précis, mais nous cherchons justement à maximaliser les options différentes, les horizons différents, à croiser ces convictions différentes pour créer des petites lumières peut-être plus grandes que chacune d'entre nous. Et c'est ces petites lumières agrégées qui font le sel finalement de ces séminaires numériques de vive voix. Ce soir donc sur le lien social. Alors pour animer toutes ces petites lumières, pour non pas les scénariser, mais voilà, permettre qu'elles dégagent leur lumière maximum, nous avons fait appel ce soir à Claire Le Proust, qui nous a fait l'honneur effectivement d'animer ces débats. Claire Le Proust est une productrice audiovisuelle, elle a une société Fab Lab Channel qui produit énormément de reportages, de documentaires, beaucoup avec des jeunes issus du monde francophone, donc d'un monde effectivement très vaste, et notamment à travers une série de reportages en particulier, un réseau de jeunes reporters francophones qui s'appelle les Haut-Parleurs. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça, c'est tout à fait passionnant. Et Claire Le Proust a mis son talent d'animatrice ce soir au service de vive voix, et c'est à elle que je cède sans plus tarder la parole. Je salue encore toutes les personnes qui sont connectées, tous nos intervenants, et chère Claire Le Proust, si vous voulez maintenant commencer à lancer les trois débats, les trois grands moments de débat qui vont structurer ce séminaire ce soir, et en particulier un premier trio qui est tout à fait alléchant. Chère Claire, c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis vraiment ravie d'être là, et merci Yann pour cette... Voilà. Le premier moment du débat qu'on vous propose a pour thème: l'universalisme a-t-il encore un avenir? Et il réunit donc ce soir Antoine de Romanet, Frédéric Worms et Dominique Schnapper. On commencera donc avec vous, Antoine, si vous pouvez montrer votre visage ou s'il est possible de vous voir. Voilà, tout s'allume. C'est l'histoire des Lumières. Donc, vous êtes évêque aux armées françaises, et en discutant, l'universalisme, vous le voyez, vous, en deux dimensions, avec des paradoxes bien contemporains. Est-ce que vous pourriez partager ça avec nous? Bonsoir à chacun, très heureux de vous retrouver par ce webinaire. Je consonne totalement avec ce que Yann Boissière vient de dire, et je vais peut-être le réexprimer avec mes mots. Je suis effectivement extrêmement frappé de l'universalité concrète du monde contemporain, où plus que jamais, ou peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons conscience de notre unité de destin. Toutes les grandes questions fondamentales qui se posent à l'humanité, qu'il s'agisse du climat, de la biodiversité, des ressources naturelles, du bilan carbone, de l'eau, toutes ces questions sont absolument universelles, transnationales. Nous savons bien que le nuage de Tchernobyl n'a pas demandé de visa pour passer les frontières, et nous sentons bien que nous sommes tous absolument sur le même bateau, que ce qui se passe à un point de la planète rétroagit absolument sur l'ensemble des continents. Et d'une certaine manière, le Covid en est l'expression la plus manifeste et la plus impressionnante. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de mondialisation liée tout simplement à la culture du container, qui fait qu'il est plus économique de transporter un container de Shanghai au Havre que du Havre à Paris. Et donc, nous avons une diffusion absolument extraordinaire des produits et également de la culture, puisque nous avons cet outil impressionnant qui est Internet, qui nous permet tous de savoir dans les 15 secondes quand il y a une explosion de gaz à Tokyo ou quand il y a eu un problème sur un quai du port de San Francisco. Nous portons un peu le poids du monde par certains côtés, avec une information incessante et ces radios, télévisions en continu qui ne cessent de nous abreuver en prime de nos smartphones. Alors, cette conscience de l'universalité de destin, elle s'accompagne d'une montée des particularismes, parce que tout ceci me fait peur, parce que tout ceci m'inquiète, parce que c'est un monde, somme toute, qui m'écrase quelque peu. Il se trouve que j'ai eu la chance de passer 17 ans de ma vie adulte à l'étranger. J'ai passé 2 ans au Caire, 3 ans à Bruxelles, 4 ans à Rome, 8 ans à Washington. J'avais été très frappé lors de mon premier séjour au Caire par le fait qu'un jeune qui faisait son service national dans une entreprise, au bout de 3 mois, a demandé à revenir en France dans un régiment
parce qu'ils ne supportaient pas ce que pouvait signifier de vivre dans un pays étranger, dans un contexte totalement différent, avec des contraintes considérables. Et là, j'ai réalisé à quel point, en tout cas à l'époque, c'était il y a 40 ans maintenant, vivre à l'étranger, loin de ses bases, loin de sa culture, loin de tous ses repères, c'est pas absolument donné à tout le monde. Alors, on a aujourd'hui une extension absolument considérable des interactions internationales. La jeunesse, grâce notamment au programme européen Erasmus et tant d'autres, a aujourd'hui une capacité tout à fait extraordinaire, mais nous sentons bien que c'est aussi quelque chose de déboussolant et quelque chose dont on peut avoir peur. J'avais été frappé, là aussi, il y a une trentaine d'années, c'était notre ami Dominique Volton, qui, au début d'Internet, Internet c'est formidable, je suis en communication avec un collectionneur de timbres de Tokyo qui a exactement la même passion que moi. Le problème, c'est qu'à la fin de la conversation, j'ai envie de boire une bière avec lui et que là, c'est vraiment pas possible. On dirait qu'avec le Covid, c'est pas tellement possible non plus, même au coin de la rue. Mais ça dit quelque chose de très fort. Alors, il y a cet aspect-là, avec quelque chose d'impressionnant aussi, c'est que les écarts se creusent. C'est-à-dire que aujourd'hui, les écarts se creusent au sein des pays et se creusent entre les pays. Pour le dire d'une formule brève et un peu lapidaire, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. En tout cas, l'écart est de plus en plus fort. Il y a toute une frange aisée d'étudiants pour qui c'est tout à fait naturel d'aller passer une année d'études ou plusieurs aux États-Unis, en Australie, à tous les coins du monde, qui développent une culture internationale, qui ont une vraie vision internationale. C'est une vraie richesse. Et d'ailleurs, on constate dans les parcours professionnels de premier plan qu'il y a une nécessité d'avoir passé du temps à l'étranger, ne serait-ce que pour savoir de quoi on parle et pour s'adapter au monde contemporain. Et avec ça, un différentiel de plus en plus fort, avec toute une série de jeunes qui n'ont pas du tout eu cette chance et ces capacités, ces opportunités. Et la distance s'accroît, mais également entre les pays. Entre les pays qui font la course en tête, et notamment tous ceux qui maîtrisent les technologies les plus avancées dans la communication, mais aussi dans les techniques de pointe, et les pays qui sont toujours à essayer de survivre en attendant la prochaine récolte, nous avons des différences de potentialité qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus inquiétantes. Donc ce que nous vivons dans cette unité de destin du genre humain, c'est aussi la capacité des uns et des autres de savoir tout ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Et c'est vrai que quand on est sur la rive sud de la Méditerranée et qu'on passe son temps à plonger par les séries télévisées dans l'assiette de la rive nord, on a à la fois un sentiment d'envie et un sentiment de dégoût qui ne fait qu'accroître les tensions et les incompréhensions. Donc, nous sentons bien que nous sommes là avec toute une série d'éléments tout à fait contradictoires. Et David Schnapper en parlera dans son remarquable article sur relativisme absolu et relatif. C'est bien la question de savoir ce qui nous est commun. Est-ce que ce sont des particularitismes qui viennent de nos propres déterminations personnelles, ou est-ce qu'il y a un surplomb qui fait que je ne me suis pas donné à moi-même ma vie, que je ne me donne pas à moi-même le sens ultime de ma vie, et que nous avons en partage non seulement cette terre, mais aussi cette fraternité, et que nous avons des défis à la mesure des instruments absolument considérables qui nous sont donnés. Alors, dans ma charge d'évêque aux armées françaises, je m'occupe donc de l'aumônerie militaire catholique, c'est-à-dire 210 aumôniers qui sont en France, dans tous les territoires d'outre-mer, sur tous les théâtres d'opération, embarqués. C'est l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, la gendarmerie, les pompiers de Paris et de Marseille, la protection civile, les services d'enseignement. C'est extrêmement vaste. La caractéristique, c'est qu'il y a 4 aumôneries. Aumônerie catholique, protestante, israélite et musulmane. Et ce qui est très impressionnant, c'est que sur le terrain, ça se passe magnifiquement bien. Sur le terrain, ma vie, elle dépend de mon camarade. Je ne prends mes repas avec lui, je dors sous la même tente et nous allons au combat ensemble. Ma vie dépend de toi et ta vie dépend de moi. Je ne connais pas tes conditions philosophiques, je ne connais pas tes convictions religieuses, je ne connais pas ta manière de penser. Ce que je sais, c'est que nos destins sont liés. Et cette fraternité d'armes est tout à fait exceptionnelle et conduit à une cohésion. La cohésion, c'est la valeur fondamentale des armées. Et ça se traduit sur tous les registres, et notamment sur le registre des aumôneries militaires, qui vivent une vraie fraternité, un vrai respect, une vraie collaboration tout à fait édifiante. Beaucoup considèrent que la manière dont la laïcité se vit dans les armées est absolument exemplaire. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, quand vous n'êtes pas dans la cohésion et dans l'unité, vous êtes mort tout simplement. Alors à Paris, avec un papier et un crayon, ou même avec un micro, vous pouvez dire absolument n'importe quoi sur le principe de laïcité, sur la différence, les particularismes des uns et des autres. Ça ne mange pas de pain et ça n'a aucune conséquence. Sur le terrain, l'union des cœurs, l'union
au service de la mission est absolument décisive, capitale. Et je pense que innombrables pourront vous donner témoignage de la manière dont véritablement il y a un respect et au fond, nous sommes tous tellement victimes des images, des postures, des apparences dans lesquelles on voudrait enfermer les uns et les autres. Mais nous avons tous 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et un cœur. Nous portons tous la même chose. Nous voulons tous globalement, fondamentalement, le bien, le vrai, le beau, le juste. Nous voulons le bien de nos enfants. Nous voulons fondamentalement ce que les hommes, quand on va au-delà des apparences, au-delà des cultures reçues, des héritages familiaux ou des héritages de naissance, l'homme porte en lui-même des aspirations qui sont extraordinairement proches. L'armée est un lieu, là encore, de fraternité absolument exceptionnel. J'en suis le témoin émerveillé. Et cela nous dit bien que quand on défend des valeurs qui sont des valeurs de liberté et des valeurs de dignité, qui sont des valeurs que porte la France et qui portent ses armées, eh bien, tous se retrouvent. Et dans les faits, concrètement, ça se passe magnifiquement. Alors que ce soit sur un bateau, que ce soit sur ce qu'on appelle les bateaux noirs, c'est-à-dire les sous-marins, que ce soit sur des bases avancées, où les conditions de vie sont extraordinairement rudes, qui conduisent aussi à une intimité absolument incroyable, et où ça se passe remarquablement bien. Avec l'immense question, et là aussi Yann l'abordait tout à l'heure, l'immense question de la mort. C'est la grande question de l'humanité. C'est l'inquiétude spirituelle fondamentale. Alors là encore, à Paris, avec un papier et un crayon, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez sur le sujet. Sur le terrain, vous voyez le cercueil de vos camarades. Vous voyez les corps de ceux que vous avez mis hors d'état de nuire. Vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question. Qu'est-ce qui mérite de donner sa vie? Qu'est-ce qui mérite de prendre sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire le sacrifice suprême? Qu'est-ce qui rend sacrée ma vie? Eh bien, ça, c'est une question universelle que portent tous les hommes, quelles que soient leurs convictions religieuses, leur absence de convictions religieuses, quels que soient leurs éléments interconvictionnels ou non convictionnels. Il y a un fondamental de l'être humain qui se déploie dans les armées, qui est magnifique, et qui dit combien, comme Dominique Schnapper, encore une fois, le dit remarquablement dans un article récent, et comme je pense qu'elle le développera tout à l'heure, il y a vraiment des valeurs universelles qui nous unissent, qui sont absolument décisives. L'armée nous délivre à jamais d'une vision relative funeste, par trop développée en certains pans de notre société. Merci beaucoup. Fraternité de cœur, d'armes, cohésion sociale, pour la vie, pour la mort aussi. Dominique Schnapper, c'est à vous que je souhaiterais maintenant donner la parole. Alors, donc vous êtes bien connue, une grande sociologue et politologue française. Vous êtes aussi présidente du Conseil des sages de la laïcité, nommé par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Peut-être si on rebondit encore et qu'on remonte un peu, si c'est possible, peut-être pas forcément dans les cieux tout de suite, mais qu'est-ce que l'universalisme pour vous et pourquoi doute-t-on de son avenir aujourd'hui? C'est un grand problème à traiter en 10 minutes. Je voudrais essayer de rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus sur un plan plus métaphysique et introduire quelques réflexions, disons, plus sociologiques de la crise du lien social. C'est une crise qui vient de la modernité. Et enfin, c'est une crise spécifique de la modernité dans la mesure où elle est fondée sur la légitimité de l'individu et la valeur première donnée à l'individu, à la fois à ses droits et à ses devoirs. Et donc, depuis que la double révolution, la révolution industrielle sur le marché, disons, enfin sur l'économie, et la révolution démocratique sont advenues, on s'interroge sur comment est-ce qu'on va continuer à faire société, c'est-à-dire à créer entre les membres de la société les liens nécessaires à la fois pour le fonctionnement de la société et aussi pour l'équilibre de l'individu, puisque les individus sont des individus sociaux, on le sait depuis longtemps. Et alors la mondialisation à laquelle Antoine de Romanet parlait tout à l'heure, n'implique pas pour autant l'adhésion à l'universel. Elle met en contact matériel, elle met en contact technique, et il est vrai que pour la première fois, il y a une histoire qui est commune à l'ensemble des peuples sur la Terre.
mais elle ne résout pas tous ces problèmes parce qu'il ne suffit pas d'avoir des liens matériels pour avoir pour autant les vrais liens humains qui sont faits d'échanges réciproques. Et d'une certaine façon, le contact matériel rend encore plus sensible aux différences et aux affirmations particulières. De sorte que s'est développée l'idée qu'il fallait choisir, si on veut, entre l'universel et les particularismes. Et je crois qu'on pose mal le problème quand on oppose d'un côté les particularismes de toute nature, qu'ils soient religieux, sociaux, historiques, et l'universel, parce que c'est précisément la référence à un universel commun à toute l'humanité que peuvent exister, peuvent se maintenir et peuvent aussi dialoguer les particularismes. Et que c'est avec l'idée d'un horizon de l'universel qu'on peut sortir, non pas du relativisme, parce que le relativisme fait partie de l'expérience que nous avons de toutes les sociétés humaines, mais de ce que mon ami jésuite Selim Abou appelait le relativisme absolu, c'est-à-dire l'idée que d'une culture à l'autre, il n'y a pas les moyens de se comprendre et qu'on ne peut pas juger d'une autre culture à partir de sa propre culture, prisonnier qu'on est de sa propre culture. Et autant le relativisme est une vertu à la fois intellectuelle et politique, autant le relativisme absolu, qui s'opposerait à l'universel, est un des péchés à la fois spirituels et intellectuels contre lequel le monde moderne doit lutter. Et par conséquent, il reste des dimensions d'universel, non pas comme contenu de culture, mais comme horizon, à l'horizon de toutes les pratiques. Et dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, je voudrais en donner quelques exemples. Il y a par exemple une dimension universelle dans l'activité économique, dans la mesure où l'activité économique de la modernité consiste à appliquer les acquis de la science à la production des biens et des services. Or, tous les hommes, dans tous les peuples, sur la terre entière, peuvent adopter ces pratiques qui sont des pratiques de l'application de la raison. Et en digne et héritière des Lumières, je pense que la raison est commune à tous les hommes, à tous les êtres humains, par-delà leur spécificité. Et il y a aussi une dimension, disons, plus métaphysique, dont Antoine de Romanet a parlé. Les hommes ont une vocation à la liberté, c'est-à-dire à la capacité et à la volonté de réfléchir sur leur destin et d'essayer de comprendre et de peser sur ce destin. Et là aussi, c'est une valeur universelle à l'aune de laquelle on peut sinon juger globalement d'une culture, parce que ça c'est à la fois difficile et souvent injuste, mais en tout cas juger de certains traits culturels en jugeant s'ils sont compatibles avec l'universalité de la raison d'un côté et l'universalité de l'aspiration à la liberté, qui est à la fois une liberté politique et une liberté métaphysique. Et donc, je pense qu'il faut penser le lien social aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, à cette aune qui consiste à ne pas mélanger la généralisation à toute la Terre avec l'universel, à ne pas opposer l'universel et les particularismes, et à voir que la pleine reconnaissance de tous les particularismes n'empêche pas à la fois le dialogue des cultures et certains jugements à l'aune des grands choix qui caractérisent l'humanité. Merci. On avait fait un petit jeu de mots ensemble en se parlant au téléphone en faisant référence à ce terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, les fake news, et vous m'avez parlé du faux universalisme, donc du vrai et du faux, dire ne pas confondre les deux.
plus précisément, si on parle de fake universalisme, pour vous concrètement, aujourd'hui, c'est quoi, ou ça se manifesterait comment? Alors, l'universalisme n'est pas à la mode, hein. Il est critiqué et les particularismes sont vantés et à l'intérieur de cette opposition. Alors, le faux universalisme, c'est le fait que, à la suite de cette double révolution, à la fois économique et politique, qui a marqué, qui a été portée par l'Europe, l'expansion européenne s'est prétendue universelle et il reste des marques universelles. L'une qui me frappe toujours, c'est le temps universel étant celui de Londres au moment où la Grande-Bretagne dominait le monde. Et donc, on a eu tendance, au cours du 19e siècle, à confondre l'idée d'universel avec la culture particulière que l'Europe avait portée et qui a effectivement des dimensions universelles, comme j'ai essayé de dire, mais qui n'est pas en tant que telle universelle. Et donc, la condamnation de l'universel vient avec la critique de ce qu'a été l'expansion européenne, sans voir qu'il y a une part de faux universels, mais qu'il y avait aussi les données universelles de l'application à la science et d'aspiration à la liberté à la fois politique et philosophique des êtres humains. Et donc, il y a à la fois du faux universel qui consiste à le confondre avec une société particulière à un moment donné, et le vrai universel qui consiste à le voir comme l'horizon de toutes les sociétés, reposant sur ce qu'il y a de commun à tous les hommes, par-delà la relativité des cultures. Voilà, donc il faut toujours essayer de combattre le faux et aller, si possible, vers le vrai. C'est évidemment pas facile. Frédéric Worms, je crois que c'est maintenant à vous de partager. Vous êtes professeur de philosophie contemporaine. Voilà, vous êtes notamment à l'École normale supérieure et membre du Comité consultatif national d'éthique. En discutant, pour vous, l'universalisme est une valeur qui évolue à partir du négatif. Moi, ça me plaisait bien de vous entendre comme ça, parler comme ça, en me disant que quand on révise de temps en temps des maths avec ses enfants, on apprend que moins fois moins, ça fait plus. Donc, voilà, pour vous, en quoi le négatif est porteur de positif concernant l'universalisme? Mais vous avez répété 15 fois, pas à n'importe quelle condition. Racontez-nous ça. Merci, bonsoir, merci de votre invitation. Je suis très heureux de participer à cette discussion. Je dis aussi mes excuses tout de suite aux intervenants des deux autres moments. Je devrais vous quitter un peu avant 18h30 et je vous prie de m'en excuser. J'aurais aimé assister à l'ensemble. Je vais prolonger en effet un petit peu tout ce qui vient d'être dit et notamment ce que vient de dire Dominique Schnapper. Et en reprenant ce qu'on s'est dit, effectivement, en préparant la discussion, je pense en effet de mon côté, et je crois l'avoir entendu un peu ce qui a été dit par les uns et par les autres déjà, que l'universel n'est jamais donné, en fait. Il n'est jamais donné comme un fait, il n'est même jamais donné simplement dans une doctrine, et qui ne suffit pas à l'établir entre les humains, justement dans les sociétés, dans les relations entre les humains, dans ce fameux lien social dont vous parliez. Et même d'ailleurs, les mathématiques ne suffisent pas à l'établir. Vous parliez des mathématiques, mais ils portent en eux, en elles, la science, disons, de l'universel, incontestablement, et il est d'ailleurs fragilisé aujourd'hui, il faut le défendre aussi, jusque dans ce terrain-là, c'est dire à quel point il est fragilisé aujourd'hui. Mais de toute façon, l'universel mathématique ne suffit pas non plus pour l'établir entre les humains. Or, c'est bien de cela qu'on parle. Et entre les humains, l'universel n'est jamais un fait, mais toujours une exigence qui surgit de son contraire finalement, et de son contraire dont les humains font l'expérience comme d'une violence, et d'une violence d'autant plus grande quand elle a lieu dans le particulier précisément. Et c'est pourquoi moi je pense que l'exigence de l'universel vient toujours de la violence dans le particulier, de ce que j'appelle moi de mon côté la violation, pour bien la distinguer justement de la violence en général,
la violation dans les relations particulières. C'est de là que naît, à mon avis, l'exigence profonde de l'universel, dans les conflits fratricides, qui sont à l'origine du tragique et de toutes les grandes cultures, et je crois que c'est même un des universels méconnus. On parle de l'inceste, par exemple, mais ça n'en est qu'une des formes. Et je crois au contraire plus largement qu'il n'y a pas de culture et de religion et culture laïque ou religieuse ou de mythe dans aucune société qui n'évoque pas une violence intime. D'où naît une exigence d'universel qui potentiellement est d'ailleurs universelle dans toutes les cultures, même si de fait, ça peut se replier sur sa culture. Et c'est pourquoi ce négatif fait de l'universel toujours une conquête. Et dans ce que disait Yann Boissière au début, en posant les institutions politiques et le marché économique, il y avait pour moi une lacune, c'est qu'elles-mêmes sont nées de cette violence intérieure, au fond, et le plus souvent, quand elles sont justes, pour s'y opposer, et ne sont pas données. Les institutions démocratiques sur lesquelles Dominique Schnapper a beaucoup travaillé, et même en un sens le marché, peut-être avec un contresens quand il devient excessif, sont des institutions justement vouées à réguler une forme de violence plus profonde qu'elle. Et d'ailleurs, jamais en garantie absolue. Le marché, on peut dire qu'il peut reconduire la violence, justement quand il la nie, c'est-à-dire quand il pense l'économie comme un jeu d'intérêts qui vont s'harmoniser tout seul, comme s'il n'y avait pas de conflit, qui appelait une régulation de l'économie. Et donc, d'une certaine façon, on revient toujours sur cette idée du négatif comme premier, du négatif dans la vie humaine qui nous transmet cette exigence de l'universel. Et cette exigence universelle, en effet, comme le disait Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion, n'est jamais seulement un principe logique, mais une aspiration morale contre son contraire, qui est la clôture entre les humains. C'est la fameuse opposition du clos et de l'ouvert. Et ça, c'est vraiment un point tout à fait fondamental. Et alors, il faut le développer ensuite, je dirais, moi, dans une ou deux directions, pour comprendre où on en est aujourd'hui. Évidemment, comme Dominique Schnapper d'ailleurs l'a rappelé aussi il y a un instant, et je crois que c'était la toile de fond aussi disons, de cet universel qu'on oppose à des conflits entre des religions, par exemple, qui se veulent elles-mêmes universelles, parce que chacun prétend finalement à son universel, et il y a des conflits entre ces universels. Comment le comprendre? Il est très clair que le discours sur l'universel ne suffit pas à garantir son application effective. Et que ce qu'on a vu dans l'histoire, au nom de la culture européenne, mais parfois aussi au nom des religions, les religions qui se disent universelles, parfois redeviennent les religions des uns contre les autres, et au nom de l'universel même, peuvent mener des conflits meurtriers. Et ça, je crois qu'aucune n'en est immunisée, absolument aucune, et que la distinction du clos et de l'ouvert, de l'universel et du particulier passe en chacun de nous, et en chaque doctrine. Et évidemment, comme l'a indiqué Dominique Schnapper, et c'était un des thèmes aussi de notre discussion, et je crois que Monseigneur de Romanet l'a dit aussi à sa façon, je crois qu'il faut toujours faire attention à la reconduction de ces violences, y compris au nom de l'universel, d'autant plus que c'est à cause de cette instrumentalisation de l'universel, qui a pu se produire, y compris en effet, par exemple, dans la colonisation, c'est à cause de cette instrumentalisation de l'universel qu'aujourd'hui, on assiste à certaines luttes légitimes, il me semble, contre du négatif, contre des discriminations, mais qui risquent de ne plus se faire au nom de l'universel. Or, la seule lutte légitime, c'est une lutte en effet contre des discriminations, par exemple sexistes ou racistes, mais toujours au nom de l'universel, et non pas contre lui. Et de fait, il y a donc ce double risque, ce chiasme très dangereux, que certains discours universalistes ne le sont pas vraiment, et reconduisent du nous et du eux, donc se contredisent finalement, reconduisent de la violence, alors que certains discours qui luttent contre la violence ne sont plus universalistes. Et ce chiasme, qui est aujourd'hui très dangereux, en effet, je crois qu'il faut le dépasser et revenir à l'idée que le propre de l'universel, c'est d'attirer notre attention sur les conflits, et non pas sur une évidence, mais au contraire sur des injustices qu'il faut dénoncer, mais dénoncer toujours au nom de cet universel, qui est un combat qui connaît des seuils de progrès et des seuils de régression aussi, qui n'est jamais donné dans les faits. Quiconque se prétendra être déjà dans l'universel nous trompera et sera en quelque sorte de retour dans la guerre. Et alors, je voudrais faire une dernière remarque, là aussi rejoignant un peu ce qui a été dit par Yann Boissière et puis notre situation contemporaine, c'est que effectivement, on peut avoir l'impression, et moi je travaille beaucoup sur le vivant, sur l'éthique du vivant, la bioéthique et des sujets de cet ordre qui me semblent absolument majeurs, eh bien,
on peut avoir l'impression que le seul bienfait de la pandémie, c'est d'être universel, justement. D'ailleurs, le préfixe pan le dit bien, hein. La pandémie, c'est l'épidémie qui peut se transmettre universellement. En fait, ça s'oppose surtout, c'est quand ça passe à l'humain, mais justement à tous les humains. Au moins, les universalistes peuvent être satisfaits par cette universalité de fait dont parlait Yann Boissier. C'est vrai et c'est faux. Bien sûr que c'est vrai, et que si on est universaliste, on doit justement se saisir de la pandémie pour rappeler ce lien universel entre les humains. Certains parlent même aujourd'hui de syndémie, parce que SYN, hein, pour dire, c'est pas seulement une universalité médicale de santé, mais ça nous rappelle aussi à nos interdépendances économiques, politiques et autres, puisqu'il y a tous les dangers. Donc on vit le syndémique, pas seulement l'épidémique ni le pandémique, mais peut-être un degré encore plus grand d'unité. Bon. Mais il est évident pour moi, et je crois que c'est le sujet aussi de cette discussion interconvictionnelle ou plus largement interhumaine, que cet universel vital ne suffit pas, qu'au contraire, il peut creuser encore les conflits, comme ça a été dit par Monseigneur de Romanet aussi, et donc qu'en réalité, il faut en effet prendre cette pandémie d'abord comme du négatif. C'est évidemment d'une universel négatif. Ce n'est pas de l'universel qui nous est donné, c'est de l'universel qui nous menace et qui produit en effet plusieurs autres menaces, qui produit des menaces d'aggraver avec la crise économique des conflits économiques. Il faut donc s'en protéger dès maintenant et de reconduire des injustices et des violences. L'exemple typique, d'ailleurs, on a beaucoup travaillé dès le premier confinement, y compris de manière interconfessionnelle. J'ai participé à des discussions sur ces sujets-là, sur les violences conjugales, par exemple. Il est très frappant pour moi que la pandémie nous rappelle à nos relations et en même temps reconduit les violations dans ces relations, le risque en tout cas. Ça nous montre bien que finalement, il n'y a jamais d'universel de fait et que ce soit une maladie universelle pourtant, la liberté humaine universelle pourtant, l'aspiration à la paix universelle pourtant, tout cela n'est jamais donné, mais doit être conquis et reconquis. Et ce risque, il est en effet très grand aujourd'hui. Ça a été très bien souligné. Je pense aussi que malgré tout, la seule vertu du négatif commun quand même, qu'est la pandémie, si on s'en rend compte, hein, parce qu'il y a aussi, moi j'ai même appelé l'attitude inverse, le pan-déni, hein, le déni poussé à l'universel, justement, de tout douter de tout, soupçonner, se défier de la vérité elle-même, hein, vous voyez bien, même la science, même les mathématiques. Hein. Voilà, donc évidemment, malgré tout, on peut espérer qu'un peu d'universel force la porte du déni par la pandémie, mais surtout par des débats comme le nôtre, et reconduise au fond ce sens critique de l'universel. Il n'y a pas d'universel donné, il a une fonction critique entre les humains, une fonction d'aspiration, mais aussi de critique, parce que malheureusement, les forces qui s'opposent en nous à l'universel et entre nous sont elles aussi en un sens universel. Et pour s'y opposer, il faut d'abord en prendre conscience. Donc, effectivement, je pense que il faut le garder comme une exigence et ne pas cesser à y aspirer. On revient des lois de la physique où tout s'oppose. Voilà. Oui, mais sauf que dans la physique, le plus et le moins n'ont pas de signification vitale entre la vie et la mort, ni morale, entre l'amour et la haine. Entre les humains, la pile électrique est un peu plus dangereuse et un peu plus aussi positive, hein, du bon côté. Hein. Attention, le plus et le moins ont un sens plus fort dans les deux sens. C'est éminemment compliqué, évidemment. Juste, chacun de vous pourrait avoir quatre petites minutes pour, pas forcément conclure, ouvrir, apporter peut-être des déclics, des lumières. Antoine de Romanet, voilà, vous avez beaucoup insisté sur la fraternité. Alors, évidemment, elle était relative au milieu dans lequel vous êtes, donc notamment d'art, mais la fraternité plus générale, celle qui touche les hommes, et notamment pendant la pandémie, des injustices, de la pauvreté, des crises, de la solitude. Et vous avez partagé une idée que j'aimerais bien que vous partagiez à tout le monde, parce qu'elle paraît simple, et en même temps, c'est probablement une très belle idée politique au sens noble du terme.
Oui, quand on avait échangé il y a quelques jours, je vous avais développé l'idée d'une forme de service universel, invitant tous les citoyens français, sous forme d'une proposition, à donner 2 heures de leur temps, chaque semaine, pour une sorte de service civique, alors qu'il s'agisse, alors dans des associations les plus diverses, les plus variées, qu'il s'agisse du soutien scolaire, qu'il s'agisse de s'occuper des personnes âgées isolées, qu'il s'agisse de rendre des visites à l'hôpital, qu'il s'agisse peu importe. Et je suis très frappé du fait que le journal Le Monde a publié hier un grand papier sur l'aspiration des jeunes à s'engager, à changer le monde, non pas par le bulletin de vote, mais par l'engagement effectif, par le souci de l'autre. Je crois qu'il y a une question du sens de l'autre, une question du souci de la gratuité, tout à fait essentielle, tout à fait décisive. On est dans une époque où on a du temps, ne serait-ce par l'organisation du travail, avec les 35 heures, où souvent beaucoup font leur semaine en 4 jours. On voit bien qu'il y a une vraie crise du lien social. Et lié au fait aussi que tout ça se compartimente, qu'il y a une absence de connaissance. Rien ne vaut d'avoir rencontré le visage de l'autre, c'est l'épiphanie du visage, pour tout simplement créer un lien, se comprendre, compatir au sens le plus beau, au sens le plus noble. Et donc il s'agit de briser ces barrières de génération, ces barrières de culture, ces barrières d'éducation, ces barrières innombrables dans lesquelles la société Internet nous pousse encore plus, parce qu'on est dans son groupe Facebook, dans son groupe WhatsApp, dans son groupe ceci, dans son groupe cela, on a d'ailleurs tellement de groupes qu'on est incapable d'avoir une seconde pour quelque chose qui nous ouvrirait sur l'extérieur. Eh bien, je crois que si tous les Français devaient avoir une sorte de service civique presque à portée à la boutonnière, hein, je suis Français, eh bien, je donne 2 heures de mon temps, ça fait partie intégrante de ma dimension, et j'essaye de trouver, d'une manière ou d'une autre, sous une forme un peu labellisée, mais avec toutes les associations possibles et imaginables, une manière donc de donner 2 heures de mon temps. C'est aussi une phrase impressionnante de Sir Emmanuel, c'est quand j'aurai faim, donnez-moi quelqu'un à qui donner à manger, quand je serai seul, donnez-moi quelqu'un à visiter, quand je serai malade, donnez-moi quelqu'un à soutenir. C'est dans la relation à l'autre, la fraternité, elle se vit, elle s'expérimente, elle a besoin de signes sensibles, elle a besoin d'engagement concret. Et je pense que si on donnait à tous nos contemporains l'objectif de donner 2 heures de leur temps chaque semaine, on exploserait complètement le sujet du service militaire, du service universel, dont on voit bien que c'est largement infaisable et invivable, et que ça pose des questions d'infrastructure absolument phénoménales. C'est tout simple, et d'une certaine manière, en restant très mesuré, si vous êtes incapable de donner gratuitement un peu de votre temps à vos contemporains, shame on you. Si vous êtes capable de vous investir, mais que ce soit aussi pour l'écologie, pour améliorer la planète, pour aller tout ce qu'on veut. Voilà. Enfin, il me semble que cette idée de bénévolat rejoint le cœur de toute la jeune génération et que ça peut s'appliquer à tout âge, dans toutes les circonstances, et que ça serait quelque chose d'assez tonique à envisager tous ensemble. On va proposer à la télévision publique de faire une grande campagne qui passerait à la télé, quoi qu'il en coûte un peu de notre temps. Voilà. Frédéric Worms, vous voulez rebondir ou moi j'avais envie de vous poser une question qui est c'est quoi le combat? Parce que quand même, vous avez parlé de négatif. Moi, derrière négatif, je vois un certain nombre de combats et je trouve qu'on n'est pas là. On est aussi là pour guerroyer un petit peu. Est-ce que vous avez envie de guerroyer un petit peu avec un combat qui vous semble être le plus important pour cet universel, ou est-ce que vous avez envie de rebondir sur Antoine de Romanet? D'abord, il est évident qu'il ne faut pas se tromper de combat, hein. C'est le sens plus profond de la vie humaine. Tout le monde a envie de combattre, même parfois très noblement de sacrifier sa vie, mais la question c'est pourquoi, hein. Et il ne suffit pas de sacrifier sa vie pour être un héros de la justice, évidemment. Et donc, oui, non, mais le sens des combats, je crois qu'il est clair, c'est de s'opposer à ce qui nous divise jusqu'au pire, et en sachant que ça existe et qu'en effet, il y a une force aussi dans ce qui s'y oppose, dans ce qui nous unit. Donc oui, et donc la distinction entre les bons et les mauvais combats est absolument clé, hein, ça c'est certain. Alain, le philosophe Alain, autour de la Première Guerre mondiale, le montrait très bien, hein. Il disait que les jeunes gens avaient une forme de noblesse en eux, un peu comme chez Platon, le cœur humain, qui est intermédiaire entre les appétits et la raison, et que la question c'est de bien l'orienter. Et que le rôle des intellectuels, effectivement, qui a été très dangereux autour de certaines guerres, c'est de détourner des passions nobles vers des buts ignobles. Mais je voudrais rebondir sur ce que disait Monseigneur de Romanet. Je trouve son idée fondamentale, très très stimulante. Le service civique existe en France pour surtout soutenir, au fond, des jeunes gens et déjà rempli des choses. Moi, je serais très favorable à cela. Il se trouve que je suis aussi favorable, mais depuis peu, et pour une raison on n'aura pas le temps de développer, mais je n'étais pas du tout sur cette idée au départ, et je ne sais pas ce qu'en pense, par exemple, Dominique Schnapper.
moi, je suis favorable désormais aussi au revenu universel inconditionnel. Je pense que c'est quelque chose qui manifeste une forme de confiance dans les citoyens, en quelque sorte, pour eux-mêmes. C'est aussi un accès à l'autonomie. Et je me disais, en vous écoutant, qu'il y aurait un équilibre assez extraordinaire à penser ces deux universels concrets, que serait le revenu universel et le service universel. L'un n'étant pas la contrepartie de l'autre. Ce serait alors là, on retomberait dans une sorte d'échange donnant-donnant qui serait catastrophique. Mais je crois que cette idée aussi qu'il faut un minimum de confiance en soi pour aider les autres, qu'il faut avoir été un peu soutenu pour pouvoir soutenir, sauf chez les grands hommes de bien, effectivement. Vous citiez une sainte qui n'en avait peut-être pas besoin, effectivement, mais je crois que malgré tout, cet universel-là est aussi finalement important comme une forme de garantie de justice. Alors, je n'ai pas le temps de l'expliquer pourquoi, c'est en faisant cours à une année sur le minimum vital que j'ai été converti à cette idée du revenu universel. Mais je trouvais intéressant cette idée disons, de l'universel très concret, sous forme en effet de service universel, mais peut-être aussi de revenu universel. En tout cas, je crois qu'effectivement, ces idées-là suscitent en nous immédiatement quelque chose de profond. Et c'est un signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement éteint dans nos sociétés. Moi, je suis candidate pour travailler là-dessus. Pour les deux? Le revenu et le service? Oui, s'il vous plaît, pas toute seule. Dominique Schnapper, merci. Peut-être vous voulez rebondir. Il vous reste 8 minutes. Combien de minutes? Oui, à peu près 8. Donc, allez, 6 et 4. 4 minutes. Est-ce que vous pouvez rebondir rapidement, mais aussi pour faire le lien avec le thème du débat suivant, vous avez écrit avec votre fils Alain Schnapper un livre très récemment édité chez Odile Jacob qui s'appelle Puissante et fragile, l'entreprise en démocratie. Voilà. Évidemment, il faut le lire, mais ça serait bien que de toute la densité de ce livre-là, vous nous provoquiez un petit déclic qui demeure en nous concernant ce modèle d'entreprise dont vous rêvez, en tout cas, probablement. Bon, alors, en quelques minutes, et pour résumer, je voudrais juste faire un point, rappeler un point qui a été commun aux trois personnes, c'est-à-dire l'idée que l'universel est à la fois, moi j'ai parlé d'horizon, on a parlé d'exigence, d'aspiration ou de critique, c'est-à-dire la non-confusion d'une réalité avec l'universel. Alors, je vais vous paraître très rabat-joie, mais le revenu universel, malheureusement, ce serait, s'il était adopté, un revenu français. Et je vois mal le monde tel qu'il est, adoptant dans les pays qui sont bien différents du nôtre, l'idée d'un revenu universel. Mais nous pouvons en parler comme une sorte… On n'a pas le temps d'en parler, mais vous savez, Dominique, qu'en fait, il suffirait que tous les citoyens des pays les plus pauvres aient 3-4 $ par mois pour arrêter les migrations et pour introduire justement justement résoudre des problèmes plutôt que les aggraver. Mais je suis très conscient d'avoir été trop vite. S'ils avaient 3-4 € par mois, ils auraient envie d'en avoir plus. Donc, il faudrait… Bon, nous pourrions entrer dans une… Mais j'ai un tout petit peu de réticence, par définition, sur les utopies sociales, parce que l'expérience du XXe siècle, je suis d'une génération avant la vôtre, l'expérience du XXe siècle m'a rendue très réticente à l'égard des utopies sociales et des dérives auxquelles elles ont conduit. Donc, je reste dans le réalisme. Vous savez, les femmes sont volontiers réalistes. J'ai jamais aimé Alice au pays des merveilles. J'ai toujours eu horreur de ça parce que je suis dans le réalisme. Et donc, autant le service civique, je le comprends, à condition qu'il soit laissé à la liberté de chacun, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et le revenu universel, j'ai quelques doutes. Je voudrais dire aussi que l'universel, l'humain, ce n'est pas le fait que nous ayons 2 jambes, 2 pieds et 2 yeux. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la dimension biologique. Il me semble que ce qui caractérise justement l'humain par rapport aux autres animaux, c'est que par-delà la dimension biologique qui est la même,
c'est l'existence de la raison et la capacité de l'utiliser, et c'est encore une fois la liberté. Donc je ne voudrais pas que ce soit le vitalisme, disons, le vitalisme qui soit à la base de l'universel. Alors pour dire un mot sur l'entreprise, l'entreprise est une institution essentielle de nos sociétés qui n'a jamais beaucoup intéressé les sociologues, d'une part parce qu'ils ne la connaissent pas, d'autre part parce qu'en général, ils ne l'aiment pas et qu'ils n'ont donc pas envie, ni de la connaître, ni de travailler sur ce qu'elle définit. Or, c'est l'institution grâce à laquelle nous vivons dans des sociétés dont la richesse et la liberté n'ont pas eu d'exemple dans l'histoire humaine. Et c'est grâce à l'efficacité des entreprises que nous bénéficions, vous, nous tous, de conditions de vie qui ont été peu connues dans l'histoire. Et donc, c'est une institution très importante dans la vie sociale des sociétés contemporaines. Comme toutes les institutions, elle a sa valeur dans le sens qu'elle est un collectif, elle repose sur une action collective et organisée, et en même temps, elle concentre un certain nombre d'aspirations auxquelles elle ne répond pas toujours. Dans des sociétés qui sont très sécularisées, la recherche de soi, la recherche de la reconnaissance de l'autre passe très souvent par l'intermédiaire du travail collectif, c'est-à-dire de l'entreprise. Et l'entreprise ne répond ou ne doit répondre ou ne peut que répondre avec difficulté à un certain nombre d'aspirations, et en particulier dans les sociétés démocratiques, elle ne peut se maintenir et maintenir sa légitimité qu'en répondant à certaines des aspirations qu'on résume par le terme de lien social, c'est-à-dire l'idée qu'entre les êtres humains, il existe non pas simplement la possibilité matérielle d'échanger des mots, mais un véritable échange possible. Et bien souvent, c'est à l'intérieur de l'entreprise que se forment ces échanges. C'est pourquoi le télétravail que la pandémie actuelle a conduit à développer et qui, d'une certaine façon, est très utile, ne peut pas aller jusqu'au bout de sa logique parce que la relation que nous établissons par écran, extrêmement importante, extrêmement sympathique, nous sommes en train d'en donner un exemple, ne remplace pas la relation qui se fait avec l'autre comme personne, avec l'échange des visages qui signifie plus ce que les mots disent eux-mêmes. Et là, je renverrai vraiment à Lévinas, dont je trouve que les développements sur le visage de l'autre et l'échange passant par le visage de l'autre sont un point qui n'a pas été développé. Et on retrouve ces problèmes à l'intérieur de l'entreprise. Et comme l'entreprise est la condition de notre vie matérielle et donc de notre vie, il n'était pas inintéressant, avec mon fils qui avait l'expérience de l'entreprise, de poser les problèmes sociologiques et métaphysiques à l'intérieur de l'entreprise. Ok, parfait. Ça fait parfaitement le lien avec le sujet d'après. En tout cas, on invite à lire votre livre. Oui, tout à fait. Donc, deuxième petit... Pardon ? Ah, bah oui, il faut pardon, j'allais lancer et je vous remerciais pas parce que je vous voyais encore. Donc, merci à tous les trois d'avoir participé à ce presque débat, en tout cas, conversation commune et avec des débats à lancer. Et à très bientôt, en tout cas. Voilà. Alors, deuxième débat, deuxième sujet à débattre, ou en tout cas à entendre, concerne le territoire et l'entreprise. Voilà, pour repenser le lien social. Avec nous, nous avons Diane Bossière, qui va bientôt apparaître sur sa petite vignette, et Antoine Cyr, qui est là également. Je vous laisse voilà, prendre visage, comme on dit. Antoine Cyr. Bonjour à tous. Je pense que ça va être le cas. Voilà. Et la vidéo
Ah, la vidéo. La vidéo, je pense que c'est à l'animateur. Alors, OK, il me demande de démarrer ma vidéo. Voilà, c'est fait. C'est bon. Merci, merci. Donc, bienvenue à tous les deux. Donc, Diane, peut-être vous allez commencer. Donc là, ça va prendre une forme un petit peu différente parce que le temps est un petit peu plus court. On a 25 minutes tous les trois. Et l'idée générale est de parler de le territoire et l'entreprise, repenser le lien social. Voilà, ça c'est le thème de votre intervention. Diane, vous êtes une femme investie depuis longtemps dans le travail social et dans la formation. Vous n'aimez pas trop qu'on dise que le lien social est en crise. Et vous avez une histoire à raconter qui s'est passée justement au début du confinement, du premier confinement en mars dernier. Voilà, racontez-nous ça peut-être. Oui, bonjour. Donc, je vais essayer, après ces magnifiques interventions, de vous parler de l'action qu'on peut mener dans le sens de cet universalisme, certes, mais en tous les cas, très concrètement, effectivement, sur le terrain. Et donc, ayant eu un parcours, effectivement, un parcours professionnel dans le social et particulièrement dans la formation, effectivement, des travailleurs sociaux et, on va dire, de tous les acteurs du lien social de proximité dans les territoires. Je parle à la fois des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, mais aussi des élus, des bénévoles, de tous ceux qui, effectivement, au plus proche de chez eux, si je puis dire, activent le lien social. Et donc, à la fois, je prendrai un exemple de la manière dont cette question du lien social a pu être transformée, éventuellement a pu être adaptée par la crise du Covid. Et ensuite, je parlerai plutôt de la question du lien social dans des entreprises que sont les centres de formation en particulier. Aujourd'hui, je suis déléguée générale de l'union de l'ensemble des centres de formation de travail social qui sont au nombre de 110, des associations. Donc, je vous parlerai d'entreprises associatives dans le monde de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, qui est dans la diversité des entreprises, celles qui sont à la fois dans le rapport à l'économique et à la fois dans les actions de solidarité et donc en général dans du non-profit pour pouvoir justement contribuer au bien social. Et donc, à partir de ces centres de formation, qui donc outre-mer ou en métropole donc forment les travailleurs sociaux. Nous avons aussi toute la question du lien social dans les équipes, les professionnels de ces centres de formation. Ce sera mon deuxième exemple. Donc, pour ce qui concerne plutôt cet exemple de la manière dont ces centres de formation ont pu avoir à réfléchir à cette question du lien social, comme cela a été dit par Madame Schnapper, comment pouvoir activer du lien social quand on est confiné, quand on est dans la relation à l'autre, qui nécessite non seulement de voir le visage, mais d'être dans le contact, le vrai contact, la vraie vie, le réel. Et comment peut-on, du jour au lendemain, se trouver à pouvoir maintenir ce lien social dans ces conditions. Et c'est vrai que là, les centres de formation se sont trouvés directement, ayant à peu près 100 000 personnes en formation au cours de l'année, et notamment 45 000 étudiants sortant de leur parcours scolaire en formation, devant être en stage dans ces moments-là, stage pratique, donc au service des personnes handicapées, des personnes en difficulté de tout genre, enfants, adultes, personnes âgées. Comment faire en sorte, leur stage s'arrêtant du jour au lendemain à cause du confinement, comment pouvoir continuer non seulement à se former à ce lien social, mais en même temps, nous nous sommes rendus compte en 48 heures que tous les établissements, toutes les entreprises du lien social, que sont les associations, les collectivités territoriales dans les territoires, se retrouvaient à devoir fermer parce que, ayant des professionnels devant rester chez eux, et étant confrontés à ces contraintes sanitaires, et donc avec des enfants placés devant rentrer chez eux, des personnes sans domicile ne pouvant plus aller dans des foyers, des personnes handicapées ne pouvant plus être accompagnées, etc. Et donc, en 48 heures, et grâce notamment aux outils numériques, nous nous sommes concertés dans le monde entier, puisque les centres de formation outre-mer étaient présents grâce justement à ces fameuses visioconférences. Nous nous sommes concertés pour savoir
comment nous pouvions à la fois avoir des étudiants qui pouvaient continuer à se former, tout en étant dans ce service du lien social dans cette période très particulière. Et donc, nous avons proposé au secrétariat d'État de l'époque, avec Christelle Dubos, de construire en urgence une réserve sociale. Alors, le service civique, effectivement, existe sous d'autres formes et a assuré aussi énormément dans cette période. Mais par rapport à ces étudiants, de dire, nous avons 45 000 étudiants que nous pouvons mettre à disposition des associations qui, aujourd'hui, se trouvent en difficulté de personnel. Et donc là, les acteurs locaux qui avaient l'habitude, avec ces entreprises que sont les centres de formation, mais on pourrait le dire de n'importe quelle entreprise, qui sont dans leur territoire, bien sûr en lien avec beaucoup d'acteurs, ont mobilisé ces acteurs très rapidement et ont mis en place des outils numériques pour mettre en lien des employeurs en manque de personnel et des étudiants volontaires pour se mettre à leur disposition dans un cadre juridique qu'on a construit en quelques heures. Et donc, nous avons pu comme cela relier plusieurs milliers d'étudiants avec des entreprises sociales de manière à pouvoir continuer d'activer ce lien social dans cette période. Et c'est pour cela que quand j'ai été sollicitée pour cette table ronde, et je vous en remercie de pouvoir ainsi parler d'exemples concrets et de pouvoir montrer, et c'est ça que je voudrais dire et qui rejoint les trois intervenants précédents, c'est que le lien social, c'est toujours une construction. Ça n'est jamais donné, effectivement. Et que si nous, aux places où nous sommes, responsables d'entreprise, nous ne pensons pas ce lien social, nous ne pensons pas à la manière dont il se construit chaque jour sur le terrain en l'adaptant à tout un contexte qui bouge. Et le Covid n'a été qu'une accélération de ce risque de disparition du lien social, d'arrêt brutal de lien social. Eh bien, nous pourrions effectivement parler de délitement, de disparition rapide, puisque ce sont ces corps intermédiaires que sont ces entreprises sociales qui, aujourd'hui, entre ce dont on parlait, les institutions et des entreprises qui sont sur le marché avec des produits, finalement, forment ce lien social, on va dire à la française, hein, qui, donc, aujourd'hui, a dû être activé par tous les moyens du bord, on va dire, pour pouvoir se poursuivre. Voilà, c'était le premier exemple que je voulais vous proposer, de manière à pouvoir montrer qu'on est tous dans cette responsabilité de pouvoir, là où on est, à nos places, dans n'importe quelle entreprise, penser constamment ce lien social. Alors, on a aussi presque un petit peu rigolé toutes les deux parce que, comme on parlait de territoire et d'entreprise, et on s'est dit c'est incroyable parce qu'en fait Zoom est en soi un nouveau territoire d'expression et non seulement de lien social, mais de faire évoluer en fait l'entreprise. Alors évidemment, ça n'est pas suffisant, mais racontez-nous peut-être voilà, en quoi vous, votre expérience, dans votre expérience là et d'urgence notamment, ça a été un outil essentiel. Voilà. Donc, comme je le disais, les travailleurs sociaux sont très, très méfiants de tout ce qui est numérique et distanciation sociale, distanciation de la réalité du contact. Et dans les centres de formation dont je vous parle, ces entreprises sociales avec des équipes de formateurs qui sont en général issus eux-mêmes de métiers du social, l'utilisation des outils numériques, que ce soit en pédagogie ou que ce soit dans l'activité du travailleur social, était finalement, il y avait une certaine résistance. Comme disait Madame Schnapper, il ne s'agit en aucun cas de penser que le numérique peut remplacer les contacts sociaux que sont ceux de la vraie vie, mais par contre, du fait de ce confinement, du fait de cette brutalité de l'arrêt du contact entre les personnes, c'est vrai que d'avoir mis en place dans les équipes, au sein des entreprises, dont les pédagogues étaient tous chez eux, on en a entendu parler dans les médias à propos des enseignants de l'éducation nationale, bien sûr, mais là, vous parlez de l'entreprise centre de formation comme un lieu où les équipes se sont retrouvées du jour au lendemain à devoir, en termes de lien social dans l'entreprise, se servir de ces outils numériques. Et là, on a vu de ce fait des adaptations ultra rapides
et surtout des capacités de se relier qui n'avaient pas cours jusque-là. En étant dans l'animation d'un réseau national de centres de formation entre eux, ça a permis en quelques heures et de manière quasi quotidienne, de faire en sorte que ces formateurs, que ces équipes, mais aussi des directeurs financiers, des dirigeants, tout type de personnel, puissent se relier entre eux, se parler entre centres de formation et penser la manière dont ils allaient activer la réserve sociale, par exemple, mais l'ensemble de leur pédagogie, et de pouvoir se passer des outils entre eux et pouvoir, comme ça, créer de nouvelles solidarités, là où, par exemple, des centres de formation se trouvaient empêchés. Et donc, de ce point de vue-là, cette période Covid a accéléré de nouvelles manières de faire lien social au sein de chaque entreprise et dans ce réseau d'entreprises sociales. Donc, c'est dans ce sens-là que, à tout malheur, il peut y avoir des choses bonnes et utiles, et le lien social dans l'entreprise a pu, de ce point de vue-là, si les managers le pensaient, le souhaitaient et l'activaient, être finalement transformé peut-être. Il y a des aspects qu'il faut aussi, auxquels il faut faire attention. Je ne veux pas du tout nier tout ce que, toute la fatigue psychique qu'a pu générer ces conditions de confinement, etc. Mais en tous les cas, vous m'offrez la possibilité de montrer que, concernant le lien social, en le réfléchissant, on peut l'activer d'une autre manière, notamment grâce à ces outils numériques. Merci. Peut-être que vous contredisez Michel Houellebecq, qui il n'y a pas longtemps sur France Inter disait que le monde de demain sera le monde comme avant, juste avant, mais en pire, mais en un peu pire. Voilà, donc merci pour votre intervention, Diane. Antoine Cyr, donc vous êtes directeur de l'engagement des entreprises au sein du groupe BNP Paribas. J'avais envie de citer un rappeur qui s'appelle Sofiane, que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément autour de la table, et qui a lancé un album avec d'autres musicien du 93 qui s'appelle 93 Empire. Et pourquoi je fais référence à ça? Parce que je le cite, il disait le 93 est grandiosement célèbre et tristement célèbre, mais on essaie de se rassembler tous ensemble entre musiciens pour le meilleur. Voilà, et depuis 20 ans, vous avez pris ce département du 93 comme un territoire d'innovation pour la BNP, et ça serait vraiment intéressant, sans le rapper, que vous nous racontiez cette histoire. Oui, effectivement, je ne serais pas tellement capable de le rapper, mais oui, en fait, c'est d'ailleurs intéressant parce que il y a beaucoup d'écho avec ce qui a été dit dans la table ronde précédente et aussi avec ce qu'a dit Madame Bossière, parce qu'au fond, il y a des choses qui sont des intangibles, et puis parfois des choses qu'on doit décider en ayant une forme de réactivité. Alors, on est au début des années 2000, et c'est vrai que BNP Paribas, à ce moment-là, est en train de devenir le premier employeur privé de Seine-Saint-Denis, à la fois parce qu'on est une banque très urbaine. Nous, on est notamment en France très peu présent dans les campagnes. Par contre, on est très présent dans les agglomérations, ce qui inclut les banlieues. Et du coup, on a une centaine d'agences en Seine-Saint-Denis. C'est un des départements français où on a le plus d'agences. Mais surtout, on décide au début des années 2000 d'y mettre notre direction informatique. Et donc, une banque, c'est très largement des femmes, des hommes et de l'informatique. À l'époque, on a 1000 personnes à la direction centrale de l'informatique. Aujourd'hui, on en a 4000. Donc, c'est une activité qui croît énormément dans la banque. Et puis, on y installe aussi un métier qui est un métier de service qui s'appelle BNP Paribas Security Services, qui est en fait un métier dans lequel la banque remplace un certain nombre de choses qui autrefois étaient faites par du papier. C'est un service qu'elle fournit aux investisseurs et dans lequel BNP Paribas est un des leaders mondiaux. Et donc, on installe tout ça petit à petit en Seine-Saint-Denis. On le fait d'ailleurs en ayant un impact
sur un lieu important du territoire, puisque Security Services est installé dans les anciens Grands Moulins de Pantin, qui sont un bâtiment très important qu'il avait été question de démolir, qui sont un bâtiment magnifique et qu'on décide au contraire de restaurer et dans lequel on s'installe. Mais surtout en 2005, arrivent les événements de banlieue et là on se dit c'est pas possible que ce département ait tous ces problèmes, puisque les événements de banlieue se cristallisent beaucoup en Seine-Saint-Denis. On se dit c'est pas possible que ce département ait tous ces problèmes et que la présence de BNP Paribas ne soit pas une chance pour ce département. Et à ce moment-là, on décide de lancer un projet qui s'appelle le projet banlieue, qui va concerner toute la France, mais dont la Seine-Saint-Denis va être très largement le pilote. Alors, on travaille avec l'ADI. L'ADI, c'est une association bancaire, en quelque sorte, qui aide les personnes les plus démunies à créer leur entreprise. Donc, on aide l'ADI à installer ses antennes dans les quartiers, notamment en Seine-Saint-Denis. On devient très proche de toutes les associations qui se créent à ce moment-là, très souvent en partant de Seine-Saint-Denis pour aider les jeunes défavorisés à faire de bonnes études et à avoir un job. Et très souvent, on le fait en créant des liens directs entre nos collaborateurs et les jeunes. Parce que beaucoup de ces associations travaillent sur le mentorat. Et par exemple, aujourd'hui, on a 400 collaborateurs de BNP Paribas qui font du mentorat de jeunes qui sont issus des quartiers et qui ont besoin d'être accompagnés. Et puis, on va aussi, à un moment, on lit dans un journal l'interview d'une dame qui dirige une association qui s'appelle les Femmes Relais d'Aulnay, qui aide à créer justement du lien social dans ces moments difficiles des troubles de banlieue, et qui dit, au fond, moi, 1000 ou 2000 euros me suffiraient pour que ça aille mieux et pour que je puisse vraiment aider, mais je ne vais quand même pas aller pousser la porte d'Air France ou de la BNP. Elle cite ces deux exemples. Et là, on s'est dit, ben non, c'est à la raison, ce n'est pas à elle de pousser notre porte, c'est à nous qui avons des agences proches des quartiers, qui avons la capacité d'analyser ce que font les associations, c'est à nous de les accompagner. Et donc, on a décidé de créer un programme dans lequel on soutient très largement des associations dans les quartiers. Donc, l'entreprise joue un rôle de lien. Elle est à ce moment-là extrêmement présente. Et puis là, les gens de Seine-Saint-Denis, du conseil départemental, viennent nous voir et nous disent, oui, mais alors, vous avez, au fond, vous dites que vous êtes premier employeur privé de Seine-Saint-Denis, mais vous faites un programme qui concerne les banlieues dans toute la France, il faudrait que vous fassiez quelque chose qui nous concerne, nous, uniquement. Et donc, du coup, on a lancé un programme qui s'appelle Odyssée Jeunes et qui nous conduit, en fait, à financer les voyages scolaires des jeunes de Seine-Saint-Denis. Mais là aussi, on ne fait pas que financer. Alors, on n'intervient pas du tout dans la dimension pédagogique parce que ce sont des choses sur lesquelles il faut laisser de véritables murailles de Chine. Mais en revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on aide aussi la Seine-Saint-Denis à faire de vrais événements de restitution qui font que non seulement on va aider les jeunes à aller en voyage, mais en plus, on va les aider à avoir une façon très, très valorisante de restituer leur voyage. Et de là, ce qui est intéressant, c'est qu'en partant de ce territoire, en fait, évidemment, là aussi, ça nous renvoie à ce que disait Madame Bossière, et d'ailleurs aussi à ce que disait Madame Schnapper sur le fait d'aller chercher la vérité dans le regard de l'autre, comme le disait Lévinas. Et au fond, on se rend compte qu'effectivement, l'économie sociale et solidaire joue un rôle très important, qu'elle est mal comprise par un certain nombre de banques, dont la nôtre, et on décide de s'atteler à ce problème, et en partant de la Seine-Saint-Denis, on devient en quelques années une des banques qui accompagne le plus l'économie sociale et solidaire, tout simplement parce qu'on a appris à la comprendre, et ce lien qui nous unit maintenant avec cette économie, il est parti de ce territoire. Et puis donc, évidemment, on se retrouve en début d'année 2020 avec le Covid qui arrive. On se rend compte que la Seine-Saint-Denis a des problèmes évidemment particuliers. Donc, alors on lance un plan d'aide mondial parce que
du coup, évidemment, en partant encore une fois de cette histoire en Seine-Saint-Denis, en 15 ans, on a beaucoup mûri sur notre façon d'interagir avec les territoires. Donc le Covid, c'est un problème mondial et on est à la fois très engagé mondialement pour accompagner les entreprises et les particuliers, mais aussi pour aider les associations, les hôpitaux, etc. On a un partenariat avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, on travaille avec eux, on regarde quels sont les hôpitaux qui ont particulièrement besoin d'être aidés, donc on les aide à ce moment-là financièrement, mais on se dit qu'il faut aussi qu'on monte des programmes qui vont aider les gens à mieux prévenir leurs problèmes de santé dans cette période de Covid. Et il y a quelques jours, on a inauguré avec le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis une académie populaire de la santé dans lequel ce sont les habitants de la Seine-Saint-Denis, certains d'entre eux spécialement formés et coachés, qui vont aider les autres habitants à se repérer dans ce qu'il faut pour avoir une meilleure santé, les bons gestes, les droits, la compréhension du système de santé. Et on est effectivement extrêmement fiers de participer à cela qui crée du lien. Alors évidemment, les collaborateurs sont extrêmement fiers de ça. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure, on a 400 cadres qui sont mentors dans des associations qui accompagnent des jeunes. Je rappelle, ça aussi, ça fait écho à ce que disait Monseigneur de Romanet tout à l'heure. Chez BNP Paribas, on a pris l'engagement de donner 1 million d'heures chaque année sur le temps de travail à des associations, et évidemment le département de Seine-Saint-Denis en bénéficie particulièrement. Mais vous voyez bien qu'à partir de cette histoire, du coup, comme on est présent dans 71 pays et qu'on est présent dans toutes les régions de France, on a partout des gens qui nous ont dit bon, la Seine-Saint-Denis, c'est bien, mais il faut que vous construisiez aussi des choses localement avec la localité qui nous intéresse, nous. Donc, en fait, cette aventure qui dure depuis 15 ans, hein, parce que là, ce que je vous ai raconté en 8 minutes, c'est 15 ans de transformation. Ce qu'on a vécu là depuis 15 ans, évidemment, ça s'est largement étendu à d'autres régions et à d'autres pays. Ok, merci beaucoup. Non, mais c'est vraiment très, très chouette d'entendre cette histoire et de voir comment, de façon assez pragmatique, on arrive à petit trouver des modèles qui peuvent se répandre, se disperser ailleurs. Et... Je pense qu'il y a une chose, il faut réellement, enfin nous on est absolument convaincus, c'est ce que cette expérience nous a apporté, on est absolument convaincus que effectivement l'entreprise, elle est un lieu de lien social, elle crée de l'activité, etc. Mais on est absolument convaincus que si elle ne pense pas ses fonctions de lien social, si elle ne pense pas ces fonctions éventuellement de correction des inégalités sociales en allant volontairement chercher des gens qu'il faut aller chercher pour les promouvoir. Enfin, que si l'entreprise, bien entendu, il y a tout le sujet de l'écologie sur lequel l'entreprise doit complètement, et la banque en particulier, doit complètement repenser son rôle. C'est ce dont on s'occupe et dont je m'occupe plus particulièrement chez BNP Paribas. Mais je crois que l'époque où l'entreprise disait en quelque sorte je suis là et mon activité fait du bien, donc ça je pense qu'il faut oublier cette époque. Je pense qu'il faut que l'entreprise regarde réellement quels sont les liens qu'elle peut, de par sa présence, de par son activité, quels sont les liens qu'elle peut activer, quels sont ceux qu'elle peut réveiller, quels sont ceux qui peuvent aussi donner plus de sens à ce qu'elle fait et au travail de ce que font les collaborateurs, et qu'elle doit s'appuyer sur ces éléments pour de façon volontaire aller à la rencontre des gens, et je dirais même aller à la rencontre des problèmes. Moi, je pense que c'est très important que les entreprises ont un énorme potentiel à contribuer à remettre les choses dans le camp de l'espoir, mais pas si elles pensent qu'elles le font intrinsèquement sans réellement penser leur lien à la société. Ouais, non, mais c'est clair, et on peut vraiment affirmer que l'entreprise joue un rôle absolument important. Diane, vous voulez réagir? Et puis réagir en tous les cas, aller dans ce sens, que les entreprises ont une responsabilité sociétale et donc qui rejoint l'universel, mais que l'entreprise, ce sont des personnes, et que donc dans la diversité des types d'entreprises, je pense que nous avons, oui, à nos places de dirigeants, véritablement, collectivement, à constamment, comme vous le dites, penser ces choses-là, les construire, les faire.
Les exemples que vous avez donnés en sont de belles expressions. Parce que ce qu'il y a de certain, c'est que ça ne viendra pas naturellement, ça ne viendra pas tout seul. Et cette question du lien social, elle doit être toujours pensée. Et d'ailleurs, c'est un concept qui est relativement récent. Dominique Schnapper en parlait, ça a commencé avec Durkheim, finalement, de pouvoir le nommer, en faire quelque chose qui est faisable, et constructible, puisque on l'identifie. Et c'est assez récent, quand même, dans l'histoire de la sociologie, en tous les cas, qu'on est sur cette notion de lien social. Et dans ce sens-là, je pense que effectivement, et pour revenir à cette notion de délitement, on est, en tous les cas, on est en capacité aujourd'hui de développer ce lien social de nouvelles manières, si notamment les entreprises progressivement se mettent sur cette conscience qu'ils ont leur rôle pour construire cela. Nous avons ce rôle pour construire cela. Voilà, je crois que là, ça fait partie des avancées de notre société et en temps de crise, ça peut même accélérer cette conscience et ce désir de faire. Clairement conscience, en tout cas à une époque aussi où il y a précarisation de l'emploi, beaucoup d'auto-entrepreneurs, etc. L'entreprise reprend d'autant plus d'importance, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, les grandes probablement beaucoup plus. Et il y a vraiment une forme d'urgence pour que l'entreprise rejoue un rôle important dans ce lien-là. Une petite minute pour vous, Antoine. Non, mais je suis d'accord, mais de toute façon, l'entreprise, si vous voulez, l'entreprise, il faut qu'elle se mette en tête qu'elle a trois choses enfin, elles peuvent intervenir au moins de trois manières. C'est-à-dire, d'abord, elle peut penser dans la durée son influence. Par exemple, encore une fois, sur la question de l'écologie, il faut vraiment que les entreprises repensent la façon dont elles interagissent avec le vivant, la nature, et donc elles repensent leur modèle de décision pour intégrer ces facteurs. Donc ça, c'est du très long terme. Après, il faut, quand il y a une crise, comme on la vit aujourd'hui, il faut que l'entreprise se demande vraiment ce qu'elle doit changer dans sa façon de travailler pour aider, pour que sa contribution à la crise soit positive. Donc nous, par exemple, on fait partie de la deuxième ligne. On a vraiment réorganisé la banque pour pouvoir aider. On a formé 4000 personnes en une semaine à distribuer des PGE. On a mis les ressources de la banque au service de l'économie. On a fait travailler la moitié de la banque au télétravail tout en ayant toutes les agences. Enfin bon, ça fait partie, mais ça y participe aussi. Et puis, il faut aussi être réactif quand des problèmes se posent de façon soudaine. Par exemple, nous, on a très fortement accompagné je parlais des hôpitaux, mais aussi les associations qui aident les plus démunis, ou qui aident aussi les femmes qui peuvent être victimes particulièrement de violences ou autres dans cette période du confinement. Et je pense que les entreprises doivent se poser ces questions. Elles doivent se dire, dans cette période-là, il y a aussi des gestes de solidarité, je dirais, supplémentaires par rapport à ceux qu'on ferait en temps normal, qu'il faut qu'on soit capable de faire. Et je pense que se poser la question, c'est y répondre. Mais si vous vous posez pas la question, vous y répondez jamais. Merci à tous les deux. En tout cas, l'entreprise, c'est bien un écosystème. Ce sont des liens sociaux et un immense lien social. En tout cas, merci à tous les deux. C'était très intéressant de vous entendre. Et on va achever cette table ronde. Il y a des images avec une nouvelle image, un nouveau visage. Anne-Marie et Drac, si on peut vous permettre d'apparaître. J'en profite pour vous présenter pendant ce temps-là. Donc, vous êtes une femme de haute responsabilité. Bravo pour cela. Et dans l'entreprise, donc SNCF, RATP, vous avez travaillé aussi dans les ministères, donc transport, commerce extérieur. Vous êtes aujourd'hui très investie dans l'humanitaire. Et voilà, c'est au travers de votre parcours tant professionnel que personnel que vous pourriez nous aider de bas en haut, de droite à gauche, à prendre un peu de hauteur sur universalisme, l'universel et puis aussi le lien social. Je sais que vous avez plein de choses dans la tête. Merci de vos mots. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis honorée, touchée.
un peu intimidée, je dois dire. Et merci beaucoup aux intervenants précédents. J'ai pris beaucoup de notes et cela est très nourrissant, très, très enrichissant. Avec un parcours assez divers, public, privé, entreprise, élu local, beaucoup d'activités internationales, etc. Je voudrais vous faire partager de manière très, très modeste hein, quelques petites lumières, comme l'a dit Yann Boissière au tout début. En fait, vous faire partager 3 réflexions sur les liens. D'abord, l'échelle des liens. Il ne faut pas qu'ils soient trop lâches, il ne faut pas qu'ils soient non plus trop serrés. Ensuite, réflexion sur les outils des liens. Il y en a qui sont libérateurs, il y en a qui étranglent. Et puis, vous faire partager une réflexion sur la chaîne des liens. Tout ça en relation avec mes expériences et mes activités actuelles. Alors, premièrement, la question de l'échelle du lien. Et c'est tout le point du global et du local. Je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit les premiers intervenants sur le global, l'unité de la planète Terre, l'unité des êtres humains, de leurs droits, de leurs interrogations sur la mort, de leurs raisons et de leur liberté. En termes géopolitiques, l'unité du monde, c'est le multilatéralisme qu'il faut défendre. Lui aussi est aujourd'hui attaqué. Et puis ce sont les excès de la finance globale et tout ce que l'on a déjà dit. Le local, ce sont les lieux de l'engagement, ce sont les lieux de l'envie d'agir, ce sont les lieux des liens interpersonnels. On vient d'avoir 2 très beaux témoignages. Mais le local peut être aussi le lieu de l'enfermement. Il peut être le lieu du refus des autres. Et je dois dire que je suis assez inquiète, quelquefois, quand je vois certaines passions nobles du local se détourner vers les passions mauvaises des frontières. C'est le protectionnisme à l'échelle internationale. Et puis, je vais donner 2 exemples de ces frontières. En matière de politique urbaine, moi, je suis très mal à mon aise face à certaines politiques qui voudraient exclure, qui auraient peur de construire, c'est-à-dire d'accueillir. Et puis l'autre exemple, évidemment, c'est celui de la capacité que nous aurons, ou peut-être pas, à faire des vaccins un bien public universel, ou du moins à rendre possible l'accès aux vaccins, pas simplement aux Anglais, aux Allemands, aux Français, mais à ceux qui, par exemple en Afrique, en auront particulièrement besoin. Mon deuxième petit éclairage, ma deuxième loupiote, elle est sur les outils des liens. Et là, vous me permettrez de commencer par parler d'une de mes pratiques professionnelles assez importantes depuis quelques décennies et encore maintenant, qui concerne les mobilités. Les mobilités, évidemment, c'est la création de liens et c'est aussi la création d'opportunités. On dit souvent qu'être immobile, on a parlé de la Seine-Saint-Denis, c'est être exclu du point de vue social. Si le Covid nous fait tant de mal, c'est parce qu'en nous privant de la liberté d'aller et de venir, il nous prive de notre humanité, de notre capacité de liberté, de capacité à créer des liens. Et j'entends aujourd'hui parler de démobilité au motif, et c'est vrai qu'il y a des choses sérieuses en matière de CO2 ou en matière d'externalité négative environnementale de la mobilité. Donc je plaide pour des mobilités raisonnées, par exemple le transport collectif plutôt que la voiture où l'on est tout seul. Je plaide encore une fois contre le protectionnisme en ayant en tête des paroles très émouvantes de plusieurs ministres, c'était des femmes, de pays émergents qui me disaient « nous, ce que nous voulons, c'est trade, not aid ». Ce que nous voulons, c'est pouvoir commercer pour pouvoir faire évoluer vers l'emploi, vers les compétences, les populations. Donc, la mobilité, outil de lien, raisonnons-la, mais ne la jetons pas avec l'eau du bain de l'écologie. Et puis, bon, évidemment, les autres outils, ce sont les ordinateurs. Il en a déjà été beaucoup parlé. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette espèce de pacte faustien qui est quelquefois créé, l'individu seul devant son ordinateur, qui cède ses données en échange de l'intégration forcée dans des communautés qui sont quelquefois, assez souvent, des communautés qui véhiculent plutôt la culture du contre que la culture du pour. Et c'est là où le lien est étranglant.
quelquefois, même si je suis particulièrement connectée, particulièrement active sur les réseaux sociaux, aidée en cela par ma nombreuse descendance. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus urgent et de plus important que de travailler sur la culture positive de l'utilisation du net, sur le net qui libère, bien sûr sur toutes les politiques européennes qui concernent la protection des données, et sur des usages positifs de ces outils, sur l'éducation, sur la culture des usages politiques de la connectivité. Troisième loupiote, c'est ce que j'appelle la chaîne des liens. Les liens, ils sont d'autant plus forts qu'ils sont chaînés. Et je vais vous donner quelques exemples complètement personnels, en écho à ce que disait Dominique Schnapper tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas de choix à faire entre l'universalisme et les particularismes. Moi, je suis féministe. C'est une des deux manières d'être une personne humaine, ni plus, ni moins. Je suis écologiste et je fais le lien entre ceux qui ont peur de la fin du monde et ceux qui ont peur de la fin du mois. Il faut chaîner tout cela, travailler sur les transitions, travailler sur les multiples regards de ces sujets. Je suis bretonne, finistérienne, je suis française, je suis profondément européenne et j'apprécie d'être citoyenne du monde. Et pour moi, toutes ces appartenances, toutes ces identités s'enrichissent, peut-être parce que je suis d'une tradition culturelle qui est celle du personnalisme et qui parle plutôt de personnes dans ses liens, dans ses partages, que d'individus solitaires face à l'État, d'individus solitaires face à son ordinateur. Puis je voudrais dire un mot de l'Europe. J'ai bien écouté, comme un bon élève, je l'espère, ce qu'a dit Madame Schnapper à ce sujet et sur le caractère, sur à quoi il faut faire attention en matière, quand on parle d'universel à propos de l'Europe. Mais quand même, en Europe, il n'y a pas la peine de mort. En Europe, la raison, la science peuvent progresser et être contestées. En Europe, on a un équilibre qui n'existe nulle part au monde. Hein. Pensez aux États-Unis, pensez à la Chine, entre la liberté, l'efficacité économique, celle des entreprises, des institutions et les solidarités. Donc, je trouve que nous devons, en tant que citoyens du monde, ne pas avoir peur de revendiquer l'apport européen à cette construction en cours d'un universalisme encore plus partagé autour des mêmes valeurs, hein, la liberté, la raison, la responsabilité. Parce que pour moi, la démocratie, c'est la responsabilité, la possibilité de porter la responsabilité de chacun sur lui-même, sur les siens et sur la cité au plus haut niveau. Et donc là, ma référence, c'est plus Mounier, c'est Marc Sangnier. Donc voilà quelques réflexions personnelles, issues, encore une fois, d'expériences assez variées, certaines anciennes, d'autres maintenant. Il y a un mot que j'ai à peine entendu, pourtant je sais qu'il est cher à Dominique Schnapper, je crois qu'il a été entendu, je viens d'entendre dans la bouche des deux dernières intervenants, c'est le mot confiance, qui s'oppose au mot vengeance. Et je pense que dans cette question des liens, cette opposition vengeance-conscience est quelque chose qui mériterait peut-être d'être creusé par les voies de la paix, je ne sais pas. Et puis je voudrais terminer par une phrase que j'aime bien de Raymond DeVos. Vous voyez, là, je suis loin des intellectuels qui nous ont nourris au début de la séance. Je hais les haies. Je hais les haies qui sont en chacun d'entre nous. Je hais les haies qui sont en moi. C'est pas mal, DeVos, hein? Voilà, c'est une petite loupiote aussi que nous pouvons partager. Et merci encore beaucoup de m'avoir invité. Je crois que Yann, qui est en face de moi, trépigne de conclure après vous. Ah bah alors, j'arrête. Je vais vous remercier, mais j'aimerais que vous parliez, parce que vous avez dit plein de mots, si on les reprend. Ah, ça résonne. Oui, il y a un petit son qui... Voilà, c'est bon. Vous avez plein de mots, il y a des pensées, il y a des petits mots comme ça, etc. On peut retenir l'idée de ce vaccin universel aussi en rebond des idées
peut-être pas parler d'utopie encore, mais en tout cas de grands rêves qu'on aurait partagés tous ensemble aujourd'hui. Et juste pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de votre d'Alima, voilà. Et notamment, j'étais très intriguée en regardant la vidéo qu'il a présentée parce qu'à la fin, elle conclut sur un humanitaire autrement, enfin un humanitaire pas comme d'habitude. Et je crois un peu comprendre, mais j'aimerais bien entendre ça. Merci beaucoup de me permettre de parler d'Alima, donc ONG d'intervention humanitaire médicale d'urgence, en particulier en Afrique de l'Ouest. L'idée, c'est justement l'universel et le local. Ce sont des soignants locaux, on pourrait dire African doctors, par référence aux French doctors. Ce sont des médecins locaux qui interviennent, y compris dans les zones les plus difficiles, avec des ressources qui sont essentiellement aujourd'hui des ressources du Nord, c'est-à-dire des ressources financières qui viennent du Nord et également les ressources de la recherche. Et ce qui fait le lien entre les intervenants locaux et les ressources du Nord, c'est le partage des connaissances. Donc effectivement, allez voir Alima, c'est un beau modèle et bien sûr, si possible, donner. Et pour vous, en termes d'innovation et de lien, c'est le local global. Il faut vraiment réfléchir au local global. Il faut trouver le meilleur des 2 mondes, le local et le global. On disait autrefois, penser global, agir local. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut penser local, un local interdépendant, et agir aussi global. Ne pas arrêter d'agir global, et heureusement, il y a beaucoup d'ONG et également d'institutions et d'entreprises qui le font. Merci beaucoup. Merci à vous encore une fois. Merci Yann. Avec plaisir. Merci Claire. Merci à tous nos merveilleux intervenants. Si je trépignais, ce n'était que d'une seule chose, c'est de remercier justement ces merveilleux intervenants, toutes ces petites lumières effectivement très différentes. On retient des idées absolument extraordinaires. Si je reprends un petit peu dans l'ordre, Antoine de Romanet nous a d'abord a initié cette discussion avec ce paradoxe effectivement d'une humanité entièrement unie, vivant la même expérience, mais en même temps creusant des différences abyssales. Alors oui, je n'avais plus le son, donc je voulais remercier, comme je disais, si je trépignais, c'était simplement d'impatience de remercier tous nos magnifiques intervenants qui effectivement ont agrégé toutes ces petites lumières ensemble. Si on reprend de manière très, très cavalière, bien sûr, tous les intervenants les uns après les autres, on retiendra, enfin j'ai retenu en tout cas personnellement d'Antoine de Romanet ce paradoxe qui a initié toute notre conversation d'une humanité entièrement réunie autour d'une expérience unique, très négative, le Covid, et en même temps ce creusement des écarts au sein des pays, au sein des nations, et puis cette évocation très très concrète effectivement du lien social, même peut-être plus de la fraternité d'armes sur le terrain, quand ma vie dépend de celle du voisin. On parlait du visage de l'autre, mais alors peut-être cette dépendance de vie aussi est au service de la mission. Anne-Marie Drac terminait sur la confiance et la défiance, mais effectivement cette notion de pouvoir être au service d'une mission commune certainement est un facteur puissant qui peut nous rapprocher et qui peut être un critère à rechercher. Et puis cette très très belle idée bien sûr du service universel dont peut-être les Voix de la Paix aimeraient se saisir. Dominique Schnapper, elle aussi, nous a parlé d'une crise spécifique à la modernité. Il est vrai que cette histoire de lien social, ces crises sont avec la mise en avant de l'individu et de cette double révolution à la fois démocratique et industrielle ont créé des problèmes spécifiques qui sont propres donc en négatif mais à quelque chose de très positif. Elle nous a aussi de manière très réaliste, bien sûr il y a des particularismes qui s'expliquent universalisme, elle nous a demandé de ne pas opposer l'un à l'autre simplement, et surtout d'être conscient d'une superposition que l'on fait peut-être à tort, à savoir que l'Europe, qui effectivement a porté cette révolution démocratique et industrielle historiquement, a aussi porté une certaine arrogance peut-être, mais qu'il faut du coup ne pas identifier cet universalisme porté comme une valeur par l'Europe par cette arrogance. Ce sont deux choses peut-être qui ont été concomitantes, mais qu'il faut bien séparer les deux, et que l'universalisme en soi, effectivement, n'a pas perdu de sa valeur, et que l'universalisme n'est pas un fait, n'est pas une donnée, il se construit. C'est ce que nous a rappelé aussi Frédéric Worms. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas non plus une doctrine, ce n'est pas un contenu précis que l'universalisme. Il nous a
rapporter délicieusement, je dirais, tous les paradoxes de penser ainsi, à savoir des universalismes qui, au nom d'une certaine sincérité, eh bien, en fait, colportent la violence, et le paradoxe inverse qui se fait entendre aujourd'hui, parfois effectivement de mouvements qui veulent lutter contre la violence et qui justement quittent le vocabulaire de l'universalisme. Donc sans doute il y a un curseur à trouver entre les deux. On retient cette proposition d'un revenu universel qui a été critiqué peut-être par d'autres aussi, mais il est vrai que revenu universel, service universel, il y a peut-être des liens nouveaux à poser entre des domaines de réflexion différents, le purement économique et le social, mais à partir de cette idée universelle, l'universalisme n'a pas dit son dernier mot décidément. Dans cette très belle table ronde, dans ce très beau dialogue entre Diane Bossière et Antoine Cyr, on a entendu des problématiques plus locales. Moi, ce que j'ai retenu, ce qui m'a beaucoup frappé à travers des exemples très concrets pris par Diane Bossière et aussi Antoine Cyr de ses actions de la BNP dans le 93, c'est que là aussi, le lien social n'est pas une donnée, il n'est pas une construction. Diane Bossière nous a rappelé combien c'était une découverte récente de la sociologie. Et ce que ça veut dire, le fait que le lien social est théoriquement construit, qu'il est à construire à partir du moment où il l'identifie, alors on peut le remanier, on peut le redéployer d'une autre manière. C'est ce qui a été très très manifeste dans les exemples concrets. Le lien social qu'on aurait pu penser se déliter, voilà, inexistence, chacun confiné chez lui. Eh bien non, en fait le lien social, il rebondit dans des univers que l'on n'attendrait pas, parce qu'en fait il est éminemment constructible, et étant éminemment constructible, il est éminemment évolutif, et donc c'est un message extrêmement optimiste que de penser que le lien social n'est pas donné, justement, qu'il n'est pas simplement à conserver, mais qu'il est à construire sans cesse. C'est sans doute une puissante leçon d'optimisme. Et puis, on a tous apprécié aussi, effectivement, la hauteur de vue d'Anne-Marie Idrac, qui, au nom de son expérience à la fois d'entreprise, son expérience de pouvoir aussi, et avec cette dimension internationale, a très très bien serré les différentes perspectives par lesquelles on pouvait apprécier le lien social, l'échelle des liens qui doit être ni trop serrée ni trop lâche, donc une question de curseur. Elle s'est déclarée en faveur du multilatéralisme. Il se trouve que l'élection de Joe Biden, peut-être aux États-Unis, va redonner un peu de vigueur à cette idée du multilatéralisme au niveau international en tout cas. Elle s'est déclarée aussi pour un vaccin défini comme un bien commun universel. C'est une expression qu'on n'a pas trop entendue, le bien commun. De fait, on l'avait traité dans les voies de la paix, mais c'est une très belle notion qui permet d'articuler un petit peu autrement cette même idée d'un lien social, de choses universelles que l'homme en tant qu'homme peut partager. Comme le rappelait aussi Antoine de Romanet, il disait que au-delà de toutes nos étiquettes, de nos sociétés, de nos mouvements de pensée, de nos idéologies, en fait, on est tous animés des mêmes pulsions, des mêmes désirs, des mêmes problèmes, des mêmes grandes questions et des mêmes générosités aussi, bien sûr. La mort, la maladie, le partage, le désir de partager, le désir d'aider l'autre, ce sont des choses qui existent sous tous les visages, sous tous les masques et sous toutes les cultures. Et Anne-Marie Idrac nous l'a rappelé aussi. Elle s'est intéressée aussi aux outils. C'est intéressant de penser le lien social pas seulement comme quelque chose de global, de social, mais il y a des outils qui permettent d'en être le vecteur plus ou moins actif. La mobilité aujourd'hui est essentielle. Alors c'est vrai que la mobilité peut évidemment verser dans des excès. On bouge pour bouger, avec éventuellement des excès consuméristes. Il y a eu tous ces débats sur l'aviation, etc. Mais elle nous a mis en garde aussi contre les démobilités. La démobilité peut être synonyme aussi d'isolement total. Et donc, bien sûr, là aussi, il s'agit d'être raisonnable et de penser les bons curseurs, mais la mobilité est un facteur de lien social évident. Elle nous a aussi parlé de cet outil Internet qui décidément effectivement est au cœur de notre post-modernité et au cœur de ces nouvelles anthropologies humaines. Là aussi avec cette question décisive, politique, de l'utilisation des données qui trop souvent effectivement est une sorte de baiser de la mort, de facilité donnée pour mieux nous enfermer dans des communautés. Donc il y a une sorte de glissade, il y a une sorte de surf extrêmement
extrêmement agréable pour l'individu contemporain, mais qui ne voit pas nécessairement effectivement que derrière, il y a peut-être des gens qui réfléchissent de manière plus intéressée et que cette liberté a pour contrepartie sans doute quelque part un asservissement. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, disait un slogan, mais c'est ô combien juste. Et j'ai beaucoup aimé, on a tous beaucoup aimé cette idée de la chaîne du lien. Alors, le mot chaîne lui-même est absolument fantastique dans sa polysémie. La chaîne, c'est quelque chose qui attache, qu'on pourrait penser comme une servitude, mais peut-être les traditions religieuses en particulier pensent la chaîne comme la chaîne de la transmission. Et donc, il est très important de pouvoir chaîner, comme le disait Anne-Marie Idrac, des problèmes qui se posent à des endroits différents de la société, entre lesquels on ne voit pas nécessairement de lien, mais qu'il est absolument essentiel de chaîner. Elle a donné 2 terrains de jeu en quelque sorte où cette chaîne pourrait être construite là aussi, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais donné mais toujours construit. Le féminisme avec des attitudes très différentes. On connaît les conceptions intersectionnelles, les conceptions plus classiques, universalistes, etc. Il faut chaîner toutes ces demandes. C'est sans doute une tâche que nous devons opérer. Sur l'écologie aussi, elle a fini avec beaucoup d'humour sur « je hais les haies » de notre ami Bedos. Me fait penser à une autre phrase de lui, le loie-t-elle le soir au fond des bois. Alors je ne sais pas si loie effectivement le soir au fond des bois. En tout cas, nous avons passé une excellente soirée, et pas seulement excellente, totalement formatrice, avec nos intervenants que je tiens à remercier. Je tiens aussi à remercier bien sûr toute l'équipe des Voix de la Paix qui travaille dur pour mettre en place ces magnifiques plateformes de liberté. Je ne sais plus qui a parlé de raison et de liberté. Dominique Schnapper et tous les intervenants ont dit que c'était finalement peut-être ça notre bien le plus précieux. Donc toute l'équipe des Voix de la Paix, je tenais à signaler en particulier Nicolas Bossière qui est aux manettes derrière ces interventions, Camille Glass, inlassable aussi constructrice de ces moments, toutes les personnes qui ont contribué à faire de ces moments un moment de petite lumière, et Dieu sait que des petites lumières forment une grande lumière qui demain vont nous donner un peu plus de confiance pour justement aborder l'avenir, sachant que l'avenir est constructible. C'est peut-être la grande idée qui ressort de ce lien social. Rien n'est donné, tout est constructible, et c'est un formidable message pour justement agir ensemble. Chers amis, nous vous donnons rendez-vous le prochain De Vive Voix. Donc on va continuer d'explorer les différents thèmes. Après la mémoire, après le lien, eh bien nous parlerons de sens, la quête de sens, la fameuse quête de sens. Ce sera le 15 avril, le jeudi 15 avril, dans les mêmes eaux, vers 17h30. Nous vous donnons rendez-vous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Portez-vous bien, à bientôt.